Moi, mon objectif, c'est de trouver la meilleure méthode de vente. Regarde les meilleurs commerciaux, chacun a sa méthode de vente. Et qui fonctionne bien, parce qu'ils ont le même taux de vente, le même taux de conversion. Mais ils ne vendent pas de la même façon. Ça veut dire qu'il n'y a pas une façon incroyable de vendre. Nous, on a une vision assez atypique de la chose. On dit à nos commerciaux qu'ils sont pas là pour vendre, mais qu'ils sont là pour faire acheter. Quand tu vas acheter un iPhone, tu vas acheter dans un Apple Store, tu sais déjà que tu vas acheter un iMac, ou tu sais déjà que tu vas acheter chez Apple. On n'a plus le conseiller Apple a plus qu'à t'orienter vers le bon produit, vers le bon produit par rapport à ton besoin. Donc la vente, elle est beaucoup plus facile. C'est de mieux comprendre les interlocuteurs. C'est-à-dire que quand on est dans la vente, quand on est en égo, mais même dans n'importe quoi dans notre vie, perso même, il y a un gros sujet de comprendre ce qu'on te dit, de comprendre ce qu'on te dit pas, de comprendre ce que l'autre ressent, ce qu'il ressent consciemment, ce qu'il ressent inconsciemment. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Plus belle la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, même le grand plaisir, de t'accueillir, Romain. Je suis très content, on a réussi à caler nos agendas, ça n'a pas été facile. Et bienvenue à toi. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est super cool d'échanger avec toi aujourd'hui. Je suis très content de t'avoir parce que tu as une vision des choses qui est très scientifique, qui est souvent à contre-courant de ce qu'on dit ou de ce qu'on pense, en tout cas dans les clichés. Donc je suis très content de pouvoir confronter ta vision. Tu me parlais juste avant du gros travail que tu as mené sur les entretiens de vente, on va en parler aussi. Avant ça, je te laisse te présenter et nous dire un peu qui tu es, ton parcours. Donc moi, Romain Bouvet, docteur en psychologie sociale et cognitive, je suis un ancien chercheur et je me suis orienté sur justement les techniques de marketing et de vente, donc c'est les deux. Et on a, dans mes travaux de recherche, commencé à analyser des entretiens de vente. Donc là, j'étais encore chercheur à ce moment-là, hein, c'était la transition, pour comprendre quelles sont les meilleures techniques réellement, en fait. Et ça a tellement bien marché que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et ensuite, aujourd'hui, donc j'ai toujours cette partie recherche. On travaille avec des grands groupes. On va analyser leur marketing, mais surtout la façon de vendre et D'accord. identifier, mais réellement, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et ce qui est assez surprenant, puisque c'est quelque chose qu'on fait naturellement en marketing, qu'on fait naturellement dans tout ce qu'on fait, mais pas dans la Pas dans la vente. vente. Et ça, c'est assez surprenant. Voilà. Ouais, tu as ce genre de pensée commune qui dit que, en gros, plus tu tchatches, plus tu parles dans la vente, meilleur t'es. Et puis, soit tu n'es vendeur, soit tu ne l'es pas. Et puis, fin de l'histoire, quoi. Mais c'est totalement faux. Alors, c'est pas les mythes que nous on a Ouais. eus, c'est l'inverse. Nous, les premiers mythes qu'on va. Alors, mythes, je parle on va dire, d'éléments Ouais. qu'on va nous partager, mais qu'on n'a pas vérifié. C'est plutôt l'inverse, c'est il faut laisser le client parler 70%, 80% du temps, et le commercial ou le conseiller 20 à 30% du temps. Le problème, c'est que ça, on ne l'observe pas. Et même les gens qui conseillent ça, quand on mesure leur entretien, Ouais, donc eux-mêmes, ouais. voilà, on les capte sur Zoom, par téléphone, maintenant on sait le capturer. Ils le font pas eux-mêmes. Ça veut dire qu'en fait, on trouve plutôt une moyenne autour de 50-50 et ça change en fonction des clients. Certains clients ne veulent pas parler, d'autres veulent parler. D'autres, comme moi d'ailleurs, j'aime pas, je pose une question et je veux savoir quel est le bon produit pour moi Ouais. et j'ai pas envie de raconter ma vie. Ça dépend du type de client, ça dépend de plein de facteurs et la vente, on peut pas la résumer à il faut parler 20 à 30% du temps. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, il y avait des Américains qui avaient dit, qui avaient soi-disant mesuré, qui avaient dit oui, on a mesuré le temps de parole. Et on a demandé les données. Ils ne nous ont pas donné les données parce qu'on sait très Très bien qu'ils américain, avaient ça. inventé Ouais. les données. Et en fait, ils ont rectifié et ils ont supprimé aujourd'hui ce truc-là parce que l'arrêté de terrain, c'est pas ce qu'on observe. Donc parfois, le commercial, il parle 70% du temps et ça vend. Parfois, il ne parle pas et ça vend. Ça, c'est pas un critère aujourd'hui euh, qui va déclencher la vente. On ne peut pas scientifiquement dire il faut prendre le temps d'écouter le client. Parfois, il n'est pas chez le psy, il a besoin d'un conseil. Il veut juste savoir quel est le meilleur ordinateur pour lui, ou quel est le meilleur produit financier pour lui, ou quelle est la meilleure fenêtre pour lui. Donc, tout simplement. Donc, à un moment donné, tu es obligé de parler en fait en tant que commercial. C'est sûr que tu peux l'aider. Il y a plein de raisons pour lesquelles tu dois laisser parler, évidemment. Mais c'est sûr que si tu vas pas conclure, c'est comme si tu as fait ton marathon, tu as fait tes 42 kilomètres, il te reste presque tes 200 mètres à la fin, tu t'arrêtes là, terminé. Non, tu es quand même obligé d'aller plus loin que juste lui poser des questions et d'attendre potentiellement que tu aies une réponse. Donc, très intéressant ce que tu nous dis. Combien tu as fait d'analyse d'entretien de vente? Alors, quand j'ai commencé en 2016, on était à 800. Ma première étude, c'était 800 entretiens. On était super Ouais. contents parce que dans le monde, il n'y avait pas beaucoup qui avaient déjà analysé 800 entretiens.
On a découvert pas mal de choses. Mais aujourd'hui, grâce aux outils Ouais. d'aujourd'hui, on est en 2025, on n'a pas les mêmes outils qu'en 2016. On a aujourd'hui l'intelligence artificielle. Donc, cette année, avec un grand groupe, on est à 76 000 entretiens sur des plateaux hein, Ouais. où il y a des commerciaux en fait, qui sont soit en visio, soit au téléphone. Donc, on n'a pas de face à face. Et qui mènent entre 5 et 6 entretiens par jour, voire en moyenne, c'est 5 quand même. Et ils sont 180 à 200 commerciaux. Donc, ça, Ouais, tourne, ça fait un peu de volume. ça tourne aussi. Et donc là, on est sur un record d'analyse et de données Ouais. qui sont justement, c'est très intéressant de, d'avoir toutes ces données-là. Quoi. Voilà. Donc 76 000 actuellement analysés entre 2024 et 2025. Ouais, du coup, tu nous parlais du temps de parole de l'un et de l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vont un peu à contre-courant ou au contraire qui vont renforcer la pensée commune? Alors, la plupart des choses qu'on va observer sont à contre-courant de ce qu'on entend sur Internet. Ouais. On a ce qu'on entend dans les formations commerciales du grand groupe, où ça colle plutôt bien. Puis on a ce qu'on trouve dans les livres ou sur Internet. Et là, oui, en effet, ça va souvent à contre-courant. Alors, il y a tellement de choses à dire que n'hésite pas à me dire si tu as Ouais. des On va points creuser de toute précis. façon. Ouais. Parce que ouais, là, il y a énormément de choses à dire ouais, sur on peut C'est quoi trouver. le truc le plus surprenant? Alors, le truc le plus surprenant, on l'avait découvert en 2016 parce que la recherche, quand on a été payé, c'était de trouver les meilleures réponses à la question, enfin à l'objection, c'est trop cher ou je vais réfléchir. Ouais. Donc nous, on arrive avec cette mission de dire, bon voilà, quelles sont les meilleures réponses. On a testé, ils ont été formés par les meilleurs dans le domaine, mais malgré ça, malgré les formations d'excellence, ils observent que en réalité, quand ils arrivent quand la question c'est trop cher ou je vais réfléchir arrive, ils vont poser la question c'est trop cher par rapport à quoi ou quels sont les éléments où vous avez besoin de réflexion, bref, les trucs que tu retrouves dans les livres ou encore une fois dans les formations. Mais ils ont observé que ça ne marchait pas vraiment. Et les gens en réalité vont valider, ils vont dire Mhm. ah oui, je comprends bien, oui, quand tu fais c'est trop cher par rapport à quoi, par rapport à tel produit, puis tu vas argumenter et les gens en fait ils disent ouais, ouais c'est vrai, mais ils n'achètent pas quand même. Mhm. Donc eux, nous on était payés pour dire ok, comment on répond à ça. Enfin, les premières analyses elles vont être assez décevantes pour la personne qui finance ces recherches, puisque en réalité on voit qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Parce que le problème, il n'est pas à ce moment-là, il est avant l'objection. C'est toujours le cas. Tu as l'impression que, oh, alors sur Internet, tout le monde te dit comment on répond aux objections, les bons commerciaux font ça. En fait, le meilleur commercial, il l'a anticipé avant. Alors, il anticipe totalement avant, et encore, quand le client comprend la valeur pour lui, il ne dit pas que c'est trop cher. Au pire, il peut dire, j'ai pas les moyens, mais c'est ça qu'il me faut. Mhm. Ok, là, c'est vraiment trop cher, je suis d'accord. Là, c'est une vraie objection, c'est une objection de moyens, c'est-à-dire qu'il n'a pas les moyens, mais il voudrait. Il voudrait. Et donc, c'est-à-dire que soit le client n'est pas qualifié, ou il a mal été qualifié, ou peut-être qu'il peut faire un effort. Donc, mais il comprend la valeur. C'est ça le plus important. Ouais. Euh, alors, c'est pas le c'est trop cher qu'on a d'ailleurs observé qui est le plus récurrent, c'est je vais réfléchir. Mais quand on creuse, Fuite. c'est que c'est le prix derrière. En fait, les Français disent pas directement c'est trop cher, c'est Mm. encore un peu un mythe. D'ailleurs, sur les 76 000 analysés, bizarrement, même si les gens le pensent, ils le disent pas réellement. Mais bon, on va supposer que c'est le prix. Donc en fait, quand ils disent bah, c'est trop cher ou je vais réfléchir, c'est que dans une partie des cas, euh, c'est qu'ils ne sont pas convaincus par la valeur. Ouais. Tout simplement. Alors nous, on va avoir une analyse niveau psycho et neurosciences. On va essayer d'analyser pourquoi. En neurosciences, on a vu que quand on présentait le prix, donc au moment de découvrir le prix, le cerveau va activer un circuit qui va évaluer si ça fait mal ou pas. En gros, quand tu présentes le prix, ça fait mal au cerveau. Ça fait aïe. Mhm. Et du coup, ça active tout un système qui va être méfiant et qui va reanalyser tout ce que tu as dit. En gros, tu actives des émotions négatives quand c'est trop cher ou quand le prix est trop cher par rapport à ce que toi, tu attendais par rapport à la prestation ou à la valeur que tu as montée. Donc, hop, c'est trop cher. Et si avant, tu n'as pas monté les émotions positives, bah, il n'y aura pas de vente. Ouais. Et donc, nous, ce qu'on observe, c'est des commerciaux qui vont présenter le produit de façon très rationnelle, avec des arguments, mais il n'y a pas d'émotion.
Et au moment de présenter le prix, bah, tu actives automatiquement des émotions. Et les émotions négatives, bah, ton cerveau, il fait vite le calcul. On a le cortex préfrontal qui va évaluer tout simplement l'offre. Il va pondérer ce qui est positif et ce qui est négatif. Et le prix va être négatif, du coup, bah, pas d'achat. Le préfrontal, c'est celui du rationnel, on est d'accord, c'est ça? Les Alors, analyses rationnelles. je n'aime pas trop le mot rationnel. Ouais. Dans la recherche, on va pas trop l'utiliser. Alors, cortex préfrontal, il n'y a pas forcément de. S'il y avait une partie soi-disant rationnelle, c'est le cortex préfrontal dorsolatéral, qui est un Ok. peu plus au-dessus, qui va prendre la décision finale en fonction des informations qu'il va obtenir. Alors, on a une part. J'évite rationnel parce que chaque décision est émotionnelle et que cette partie-là, elle gère quoi? Elle gère des émotions. Elle va avoir plusieurs options et elle va voir les poids émotionnels que tu vas, en fonction des options que tu vas proposer. Donc, je vais faire très très simple. Si tu as une lésion au cortex préfrontal ventro-médian, bah, tu n'arrives plus à prendre de décision puisque tu ne sais plus évaluer le D'accord. poids émotionnel de chaque option. Donc du coup, les émotions sont toujours pondérants. Enfin, c'est vraiment les émotions qui vont influencer la décision. Et le côté rationnel, ça nous donne cette impression que ah ben, je vais reanalyser Ouais. et finalement, avec ma rationalité, je vais prendre ce produit-là. C'est pas ce qu'on observe. On voit que, on le voit bien avec l'achat des iPhones. On voit bien qu'un café à 1,20 € par rapport à celui-là de Starbucks, qui est beaucoup plus cher et moins bon, bah, les gens préfèrent Starbucks quand on leur laisse le choix. On voit bien qu'il n'y a pas de raison dans tout ça. Hmm. Donc, la raison, le mot peut être ambigu. Pour moi, je n'observe pas des Ouais. consommateurs purement rationnels. Je ne l'ai jamais vu. Ça veut dire que le consommateur rationnel, c'est le gars ou la personne qui est en rayon, qui va analyser toutes les pâtes, les différentes pâtes, et qui va regarder le poids au kilo, la cuisson, et qui va choisir. C'est pas ce qu'on observe. En fait, les gens, ils scannent, ils regardent la couleur, la marque, hop, ils prennent, ils vont dans le panier. Même quand ça, on peut le simuler en laboratoire. Ouais. Donc, on crée des fausses marques. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas une marque qu'ils connaissent déjà. Et on voit en fait que la décision, elle est super rapide. Hop, la couleur, tac, 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 et c'est dans le panier. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas une analyse rationnelle de chaque option. On a toujours un facteur émotionnel qui va rentrer en jeu dans notre prise de décision. Nous, on dit souvent, alors dans nos formations, que c'est l'émotion qui déclenche la prise de décision, l'acte d'achat, et que c'est le côté, alors je sais que tu n'aimes pas le terme rationnel ou la logique, qui vient valider globalement par la preuve sociale, par des chiffres, par des éléments potentiellement externes, l'acte. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Comment tu te situes? Alors, on n'aura pas la même lecture, Ouais. même si c'est plus ou moins, on va dire, vrai, Ouais. mais on n'aura pas la même lecture. Alors, on observe une post-rationalisation. Ça veut dire quoi? J'ai acheté un iPhone ou des nouvelles fenêtres qui sont trop belles et je vais impressionner mes voisins, mais mon choix, c'est pour l'écologie. Alors qu'on sait que ça n'a pas été l'argument principal. Donc là, c'est ce qu'on appelle la post-rationalisation. C'est ce qu'on appelle la rationalisation. On va rationaliser notre choix. Maintenant, tu as parlé de preuves sociales. Pour nous, tout ça, ce sont des processus tout simplement émotionnels. Plus le consommateur il est angoissé, ben, c'est normal, avant de payer, il va aller se rassurer pour aller chercher de la preuve sociale. Mais c'est pas forcément plus rationnel. Pour nous, c'est pas un argument rationnel, puisque ça t'active des émotions. Ouais. Et là, c'est ça qu'on n'a pas la même lecture. C'est émotionnel puisque ça active des émotions en fait. La preuve sociale, on voit bien qu'elle n'est pas toujours fiable. Il suffit de chercher un restaurant sur Paris pour voir qu'il y a plein de restaurants à 4,9 et qui ne sont pas bons du tout, mais parce qu'ils ont payé derrière la preuve sociale. Et elle n'est pas toujours crédible. Mais pour nous, c'est un élément rationnel puisqu'elle est là pour réduire l'anxiété. Tu parlais de réduire l'anxiété. Aujourd'hui, pour un acheteur, quels sont les facteurs qui vont à la fois soit la générer, cette anxiété-là, soit venir la réduire? Alors, le manque d'informations, c'est le premier facteur qu'on a observé du non-achat. C'est-à-dire qu'il manque des informations et du coup, les gens, ils vont, voilà, ça crée de l'incertitude. Ouais. Et là, hop, on va pas acheter. Ça va être principalement, c'est le manque d'informations et de pas avoir le manque de clarté sur les bénéfices. Ok. Ça va beaucoup jouer. Qu'est-ce qu'on va observer d'autre?
Ouais, non, c'est surtout ça en fait. C'est surtout ça qui vont influencer la décision. C'est le manque d'information, c'est le premier critère qu'on observe. Je rebondis sur un terme que tu as utilisé. Tu as utilisé le mot bénéfice pour parler des Mm. arguments. Euh, on parle souvent de caractéristiques, d'avantages, de bénéfices, preuve aussi derrière. Comment ça se matérialise? Pourquoi c'est important de venir traduire une donnée brute pour le cerveau de l'acheteur en un bénéfice? Alors, ouais, tu parles de la méthode CAB là, Ouais, CAB. Alors, on n'est pas toujours en phase avec cette ouais, méthode. Pour nous, c'est de la vente traditionnelle. ouais. C'est pas, on peut pas dire que c'est la vente moderne. Donc il y a une partie vraie, une partie fausse. Par exemple, si en bénéfice, c'est gagner du temps. Mais gagner du temps, est-ce que c'est un vrai bénéfice? En fait, sur le papier, oui. Mais pour le cerveau, pas forcément. Ce qui est le plus important, c'est de savoir parler au cerveau. Ouais. Donc, il y a un modèle qu'on appelle système 1, système 2. Et le commercial, en fait, il doit activer ce qu'on appelle une image mentale. Si je te dis 2 plus 2, tu as 4 qui est arrivé automatiquement à ton esprit. Si je te dis 17 fois 24, là, il y a rien qui arrive automatiquement à ton esprit. Donc, on voit bien qu'il y a deux types de traitements. Ton objectif, c'est de créer de l'image mentale. Donc, si je te dis pomme, tu as une pomme rouge qui arrive à ton esprit. Si je te dis amélioration, il n'y a rien qui arrive à ton esprit. Si je te dis gagner du temps, il n'y a pas grand-chose qui arrive à ton esprit. Mais si je dis que vous êtes fatigué de gérer vos factures en rentrant le soir chez vous, là, tu as une image. Ça, c'est un vrai bénéfice parce que tu sais te le représenter. Donc, il faut faire très attention quand on parle de bénéfices parce que je forme beaucoup de copywriters, de marketeurs qui utilisent le truc de bénéfice, mais en fait, ça ne fonctionne pas. Non, tu dois chercher l'image. Mais c'est assez dur parce que c'est facile quand je l'explique, mais dans la mise en application, ce n'est pas si évident que ça parce que l'image elle va permettre d'activer des émotions. Parce que sans image, tu n'as pas d'émotion. Donc, gagner du temps, tu sais pas te représenter gagner du temps. Donc, du coup, pas d'émotion. En fait, tu es obligé de donner la raison pour laquelle tu vas gagner du temps. Qu'est-ce qu'il va faire à la place et comment il peut se le représenter mentalement finalement. Il faut se focaliser sur la représentation. C'est comme ça que j'ai augmenté les ventes des commerciaux, c'est comme ça que j'augmente les ventes des entreprises de manière générale. Je rechange l'argumentaire de vente et le marketing, et c'est comme ça qu'on explose les ventes derrière. Donc c'est pour ça que je suis pas en phase avec, même si c'est une bonne partie qui est vraie, attention, mais c'est trop approximatif. Ok. J'ai deux questions qui me viennent. La première qui a un petit peu à voir, mais pas totalement. Tu m'as dit, t'imagines une pomme rouge. Et c'est vrai. Pourquoi j'imagine une pomme rouge et pas une pomme verte? Parce que c'est celle qui est associée en mémoire, on va dire, qui est en mémoire la plus saillante. Exemple, si je te dis Emmanuel, je n'ai rien dit, j'ai dit juste Emmanuel. C'est un mot et toi, tu l'as capté de façon sensorielle. Donc c'est sensoriel. Maintenant, toi, tu as activé autour de ce mot d'autres mots. Mais c'est une activation dans ton cerveau, pas chez moi. Ok. Et tu as activé par effet de résonance les mots qui étaient les plus probables. 2 semaines plus tard, si je te pose la question, Simon, qu'est-ce que j'avais dit? Il est probable que tu me dises, ah, tu avais dit Emmanuel Macron. C'est pas vrai. J'ai dit Emmanuel. Et toi, tu as activé également Macron. Donc tu as deux activations, une activation explicite et l'autre implicite. Macron est activé. Mais quand tu as un délai, la trace mnésique, elle s'affaiblit et tu sais plus, toi, si c'était activé ou pas. Si Macron, je l'ai dit ou pas. Ok. C'est comme ça qu'on crée un faux souvenir. Et c'est pour montrer que notre cerveau marche par association de mots. Et du coup, par des probabilités et de fréquences. Donc la pomme, en termes de probabilité, D'accord. souvent les gens l'imaginent rouge, donc ils ont activé rouge. C'est la même chose quand tu vas parler en conférence, en vidéo. En réalité, il faut les meilleurs speakers, les meilleurs commerciaux, les meilleurs marketeurs maîtrisent parfaitement ce genre de système. Ça, très peu de monde connaît ça. C'est pour ça qu'on a un avantage considérable aujourd'hui dans la recherche des personnes qui appliquent ça. On a appliqué ça. Alors, je ne pourrais pas donner trop d'informations dans le domaine de l'assurance. Et ils ont changé pas mal de mots. Ouais. Et ça a tout changé dans la façon de vendre une assurance, que ce soit une assurance vie, enfin, tout type d'assurance ou de produits financiers. Et ils ont vu la différence, elle a été radicale. On a travaillé sur chaque mot, chaque idée, chaque association
pour que ça active automatiquement les bonnes associations dans le cerveau. Là, tu me parles des mots des associations. Est-ce qu'il y a des mots à proscrire? Alors, on a plein de vidéos qui disent faut pas dire coût, faut dire investissement, faut pas dire ça, faut dire ci. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors moi, j'étais totalement en phase avec ça, jusqu'à ce qu'on observe, puisqu'on a les mots. En fait, on n'a pas vraiment. Alors moi, je le conseille, hein, j'ai même fait un carousel LinkedIn Ouais. pour expliquer ça. En réalité, la différence, elle n'est pas si importante que ça. Les gens arrivent très vite à traduire investissement par coût et prix. Ouais. Le seul truc qu'on a vu une différence, c'est quand on discute et je dis, écoute Simon, j'ai vu que tu faisais de la vente et c'est top tout ce que tu fais, mais tu pourrais travailler ton marketing. Il faut absolument que tu investisses dans ma formation. Ouais. Là, ça marche bien. Alors que si je t'aurais dit, il faut que tu achètes l'information, ça aurait créé une réactance. Ok. Dans ce côté-là, dans cette façon de faire, Simon, il faut absolument que tu investisses dans ma formation. Parce que là, il faut que tu travailles ta clarté et là, tu vas exploser. Là, ça va. Mais par contre, si c'était un entretien, tu étais venu me voir pour mes services et poser des questions sur mes services, si je te dis, ben voilà le prix ou voici ton investissement, il n'y a quasiment aucune différence notable. Est-ce que tu vois bien la différence Je entre vois les très deux bien. situations? Tu as vu, hein, c'est pas pareil. Hein. Mais là, bizarrement, parce que c'est toi qui es dans l'attente, que tu sais que tu vas payer, que tu es déjà en attente de prix, et que du coup, en fait, l'impact est très faible. Mais dans l'autre cas où tu es en attente de rien, c'est moi qui t'impose finalement l'idée, là, ça marche. Ça m'intéresse, c'est un truc qui est. C'est dans le transfert d'initiative, entre guillemets, et qui reçoit, qui envoie les choses. Est-ce que dans les études que vous avez menées, tu as pu étudier les différentes postures de l'interlocuteur du commercial? Alors oui, totalement. C'est l'un des premiers critères qu'on va observer. La voix, la Ouais. posture, et on a même des données sur les visioconférences. Parce que à chaque fois qu'il y a un entretien, le client reçoit un petit sondage pour savoir comment ça s'est passé. On explique bien au client que, voilà, que c'est quasiment anonyme. Enfin, je dis quasiment parce que il y a quand même son nom et son prénom, mais que en gros, voilà, qu'il est le plus transparent pour nous aider, voilà, pour que le client soit sympa à nous donner des infos. Et sur les visioconférences, on a vu que les clients n'aimaient pas les fonds floutés. Ça, j'ai vu, tu as fait un post très récemment. Oui, alors Ouais. ça a été prouvé scientifiquement dans 2 études, mais nous, on l'a retrouvé. Et de toute façon, il suffit de lire les commentaires que je reçois sur LinkedIn pour voir que la moitié n'aimait pas les fonds floutés. Ce qui est assez marrant, alors ça, je ne peux pas l'expliquer, mais c'est plutôt les femmes qui n'aiment pas. D'accord. Ça, on a une différence sur ça. Alors ça, je ne peux pas l'expliquer, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, on a vu que le fait de cacher quelque chose associé à cacher quelque chose sur le produit. Et on perdait en valeur perçue. D'accord. On a vu que les clients aimaient les gens professionnels, où on voit les mains. Et nous, on avait des commerciaux qui faisaient l'effet grosse tête sur la caméra. En fait, ça, on a vu qu'ils n'aimaient pas. Et que en fait, les commerciaux étaient les plus persuasifs quand ils parlaient avec les mains, quand ils exprimaient avec les mains, quand ils disaient bonjour, au revoir, et quand ils avaient un cadre professionnel. Donc on a vu une différence, elle est assez radicale. Donc on voit bien que la première impression a l'impact. Maintenant, sur du terrain, oui, on a vu un avantage chez les personnes qui ont une voix un peu plus grave, avec plus d'affirmation, mais il a un modéré. Un modéré dans le sens que tu peux finalement donner une mauvaise impression. Ouais. En fait, on a vu que des gens se rattrapaient quand ils commençaient à trouver la solution au problème du client. C'est-à-dire qu'il y a un facteur qui va dominer tout le reste, qui est ce qu'on appelle un recadrage. C'est quand le client, quand tu conseilles super bien ton client, là, en fait, toutes les cartes se remettent à zéro. Mais si tu n'as pas donné une bonne impression. Ouais, d'où ce que tu disais sur presque ta première phrase du podcast, qui était de dire que tu n'es pas d'accord avec l'affirmation qui voudrait que faut que le client commence et parle de 70 à 80%. Tu es obligé de comprendre pour le conseiller correctement, mais tu es obligé de recadrer et de conseiller correctement si tu veux aboutir à ta vente finalement. Alors ouais, on peut en parler de ça parce qu'on a des données. Ouais. Alors, et ça, c'est très surprenant. Moi, mon objectif, c'est de trouver la meilleure méthode de vente. Et là, j'ai une déception parce que on regarde les meilleurs commerciaux. Donc, je prends le top 10 ou le top 20.
Et je vois que chacun a sa méthode de vente. Et qui fonctionne bien, parce qu'ils Mmh. ont le même taux de vente, le même taux de conversion. Mais ils ne vendent pas de la même façon. Ça veut dire qu'il n'y a pas une façon incroyable de vendre. Maintenant, dans la structure qu'on enseigne, c'est bien sûr de poser des questions qu'on appelle des questions émotionnelles pour creuser et pour aider la personne. Mais certains commerciaux ne le font pas. Et ils vendent super bien. Donc en gros, on ne peut pas dire que c'est une règle absolue. On ne peut pas dire qu'il faut absolument poser des questions. Ce n'est pas vrai. Je vais prendre l'exemple de la vente de fenêtres. Donc si tu as déjà acheté un bien, une personne sur deux change ses fenêtres. Ben, on a vu que des commerciaux, enfin les conseillers techniques, pardon, rentre passe la porte et il dit de suite, ok, bon, pour vous, le PVC blanc, c'est pas bon. Parce que là, vu la taille et vu la façade que vous avez, non, il faut pas faire ça, il faut faire ça, 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 ça. Il a posé quasiment aucune question. Mmh. Il a quasiment imposé parce que c'est tellement des experts de leur domaine. Et le client il dit, oh, c'est bon, ben, c'est lui en fait, parce qu'il sait. Le client, il n'a pas envie de forcément de parler. Il veut avoir quelqu'un qui sait. Il veut avoir Dr House en fait. Dr House, c'est le gars, il arrive, il dit, ok, c'est ça, ça, ça. Ça rassure. Et on a vu pour des produits financiers, la personne pose quelques questions et de suite c'est, ok, très bien. Pour vous, c'est ça, 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 parce qu'il y a ça, 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 ça. Mmh. Compare maintenant à quelqu'un qui pose plein de questions. Faut bien comprendre. Mmh. Eh ben, c'est la personne qui a posé peu de questions, mais qui a été ultra pertinente dans ce qu'elle a dit, elle gagne. Et toi, tu te dis, bah, l'autre, il a posé plein de questions, l'autre, il a trouvé de Ouais, il est suite. peut-être pas sûr. Donc, je pense que lui, c'est quelqu'un encore de plus compétent. Et ça, c'est ce qu'on va observer. Mais d'autres commerciaux qui sont autant de ventes, ils posent des questions, toujours, et ils sont très bons. Donc, en fait, le point central, c'est ta pertinence par rapport au problème du client. Donc, oui, si tu le comprends très vite et tu es très bon, ça va marcher. Et d'autres vont poser des questions pour comprendre. En fait, ça dépend de ton diagnostic. Tu as des médecins, ils arrivent, ils comprennent de suite. D'autres, ils mettent du temps. Mais ils arrivent au même résultat. Ouais, finalement, c'est un moyen qui est des fois nécessaire, des fois facultatif, des fois qui sert à rien. Et c'est juste, est-ce que tu vas réussir à argumenter, proposer, solutionner le problème de ton client comme il faut finalement? Exactement. Ouais. Je vais te donner un exemple alors que moi j'ai mené parce que j'avais une agence web. Je vendais des sites internet et on était toujours en concurrence. Donc la concurrence, c'est est-ce que vous avez déjà une idée de votre site internet? Ça va être on mange ensemble le midi, on crée la Mmh. relation, c'est très bien. Nous on arrive, on dit bon, le problème de votre site internet actuel, c'est qu'on ne comprend pas votre produit. Le problème c'est qu'il ne faut pas dire ça, il faut dire ça. Là on donne directement une solution. Donc c'est-à-dire qu'on change la PVU et on leur dit il faut que le cerveau il comprenne en 10 secondes ce que vous faites. Et là, c'est pas le cas. Sur l'ensemble des agences, on a été la seule agence qui, dès les premières secondes de l'entretien, était ultra pertinent. Et le gars, mais il veut quoi? Il veut pas raconter sa vie, il veut pas raconter l'histoire de son agence. Et là, il entend ça, il dit oh, ils ont la solution. Ils ont la solution, donc c'est bon, j'achète. Et on était beaucoup plus cher. Donc lui, il avait des devis à 3 500 €. Nous, on était entre les 1000 et 12 000. Parce qu'on ne vend pas un site internet. On vend une stratégie marketing, on vend du conseil derrière. Nous, le site internet, derrière, après, c'est de la technique. Et là, on gagnait quasiment tous nos contrats alors qu'on était 2 fois plus cher. Mais pourquoi? Parce qu'on était ultra pertinent. Et on était ultra rapide sur la façon de diagnostiquer. Eux, ils ont compris mon problème, donc ils ont la solution. Quant à ça, c'est ce qu'on appelle un insight ou un recadrage. La vente, elle est quasiment gagnée. Et nous, on a une vision assez atypique de la chose. On dit à nos commerciaux qu'ils sont pas là pour vendre, mais qu'ils sont là pour faire acheter. Comment tu analyses, toi, l'acheteur? Comment tu analyses les différentes attitudes, leurs ressentis par rapport aux différentes étapes de l'entretien de vente, par rapport à ce que le commercial ou les différents types de commerciaux leur racontent? Comment tu analyses ça, toi? Alors, la question, en fait, elle semble simple, mais en réalité, elle est complexe. Alors, bien sûr, nous, on va analyser les différents types d'acheteurs, mais en fait, ça va dépendre de ton marketing. Donc, moi, ce que j'apporte aujourd'hui, c'est que je mixe marketing et vente ensemble. Ouais. Donc, je ne fais pas de prospection. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas recevoir la prospection. J'aime pas qu'on me contacte sur LinkedIn pour me vendre un produit et pareil au téléphone. Je trouve ça même insupportable et je suis content qu'on l'interdise parce que tu reçois tout le temps des appels. Donc, ça va dépendre de ton marketing. Quand je vendais des fenêtres, imaginons. Moi, j'avais un super marketing sur les fenêtres. Donc, c'est-à-dire que mon client, il a vu le site internet, des vidéos, comment créer la fenêtre en mode Apple. Donc, il a un niveau de connaissance sur ce qu'on fait très élevé.
Ce qui fait que le commercial ou le conseiller technique, quand il va être sur place, la vente, elle va être beaucoup plus douce et facile. On va être sur une question de prix, de combien. On est plutôt sur du prix. Ouais. La même chose qu'Apple. Quand tu vas acheter un iPhone, tu vas acheter dans un Apple Store, tu sais déjà que tu vas acheter un iMac, ou tu sais déjà que tu vas acheter chez Apple. On a plus le conseiller Apple a plus qu'à t'orienter vers le bon produit, vers le bon produit par rapport à ton besoin. Donc la vente, elle est beaucoup plus facile. Compare maintenant à une autre entreprise de fenêtres qui a un site internet basique, pas de vidéo, bah lui, forcément, il va travailler beaucoup plus par rapport à un autre commercial. Et déjà, il faut prendre cet environnement-là qui change tout. Et en B2B, c'est le pire. Donc déjà, ça, c'est un facteur à prendre en compte. Maintenant, sur le type de consommateur, nous, en fait, on n'aime pas de catégorie. En fait, on a vu que ça marchait pas très bien, Ouais. que c'était pas quelque chose qui était prouvé scientifiquement. En fait, on s'adapte à des profils, mais on ne leur met pas une étiquette. D'accord. Dès que je me donne une étiquette à un client, le commercial, il l'a tout le temps en tête, il a un biais de confirmation, il va ensuite aller dans ce sens-là et ça va biaiser son jugement. On s'adapte assez facilement en fonction des gens qui sont dominants ou pas. Donc, nous, on fait attention à ça. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Ouais, c'est une bonne première étape. J'ai une suite. Est-ce que du coup, il n'y a pas de profil clairement identifiable qui se répète tout le temps? Est-ce qu'il y a des réactions type, alors, X profil peut avoir cette réaction, cette réaction, cette réaction. C'est pas cette réaction à ce profil-là, mais des réactions qui reviennent tout le temps dans les différents entretiens de vente. Alors, j'aurais voulu en trouver. Ouais. Moi, j'avais toute une théorie dessus. Elle ne s'est pas vérifiée sur le terrain. Parce qu'en fait, on voit que les clients, dans un contexte, peuvent changer de personnalité. Ils ne sont pas les mêmes avec tes amis, ils ne sont pas les mêmes dehors, ils ne sont pas les mêmes avec toi. Et en fonction de la confiance qu'il va t'attribuer, ils ne vont pas avoir le même comportement. Donc ça dépend de plein de facteurs. S'ils sont plutôt méfiants, si tu as déjà eu une mauvaise expérience avec un concurrent ou autre, mais ils ne vont pas avoir le même rapport. Donc toi, tu ne vas pas forcément le voir. Donc on voit qu'on est là dans quelque chose d'assez complexe. Ce qu'on voit, nous, il y a quand même des clients qui sont... c'est pas évident parce que même quand les clients sont méfiants, vu que nous, on rassure déjà sur le côté marketing, bah, la méfiance, elle est déjà partie. Parce qu'ils ont déjà vu les témoignages par rapport à un autre qu'ils n'ont pas vu, donc là, ils vont être méfiants. Donc, en fait, on voit que c'est vraiment contextuel. C'est très dur à faire comprendre aux gens parce que les gens ont besoin de catégories. Mais en fait, on voit que Apple, est-ce que tu arriverais à définir plusieurs types de profils? Quand ils vont analyser, ils vont voir, bah non, c'est des gens qui veulent un bon produit, ils connaissent déjà la marque, ils aiment bien la marque. Certains la découvrent, mais ils sont confiants déjà à la marque. Donc, tu peux mettre différents profils, ça ne changera pas vraiment la vente, en fait. Donc, c'est ça qu'on va plutôt observer. Donc, oui, on a des gens qui vont être plutôt calmes, mais d'autres plus extravertis. Est-ce que ça change vraiment la vente? J'aurais voulu trouver des éléments scientifiques prouvés. Et en fait, on voit que c'est plus complexe que ça, que c'est beaucoup plus... moi, je sais que certains utilisent le disque. Le problème, c'est que on voit que finalement, toi, en fait, moi, je ne peux pas imposer à un commercial de changer sa personnalité. S'il est extraverti, que le client est introverti, bah, c'est pas grave, en fait. L'introverti, il a l'habitude de gérer des extravertis. Et on sait discuter avec tout le monde. Non, en fait, on sait que le déclencheur d'achat, ça va être l'argument, en fait. Vraiment, ça va être l'argument, pas rationnel, mais est-ce que tu as la solution à mon problème au-delà de la personne? C'est ce qu'on observe sur le terrain. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile J'aurais voulu répondre à cette question-là. J'ai cherché des réponses officielles sur le terrain. Malheureusement, soit on a mal analysé les données, soit l'IA n'est pas assez performante pour analyser des données. On a par contre vu, mais c'est très faible la corrélation, que certains clients n'aimaient pas la version à la perte et d'autres préféraient des choses plus optimistes. Et ça, on a vu une différence sur certaines techniques. La version à la perte, c'est une des techniques qui marche le mieux, mais certains clients, pour eux, si tu le fais, c'est fini, quoi. Et d'autres, ça marche très bien. Donc, il faut faire très attention à certaines techniques. Certains profils, en effet, ça bloque. Mais l'effet, encore une fois, est légèrement significatif. C'est ça qui est... C'est pas... On sait que l'effet le plus significatif, c'est j'ai un problème. Est-ce que tu as compris mon problème? Est-ce que tu as la solution? Est-ce que ça fit bien? Quand tu passes ça, tu
tu as des gens qui achètent à des commerciaux qu'ils n'aiment pas. Ouais. Moi, il y a des gens qui achètent chez moi, même pas forcément. Et Mais puis, c'est ils ça en que ont j'ai besoin, la enfin. solution. Et voilà, donc c'est pas aussi catégorique que ça. En tout cas, c'est très très dur à prouver scientifiquement. Si quelqu'un me le dit, ouais, j'ai prouvé scientifiquement qu'il y a ça, 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 ben, dès qu'on regarde les données, ben Ouais, non. ça va pas. En fait, tu as vu un cas où ça marchait, mais tu as 3 autres cas, ça marche pas. Ça, c'est très typique des conversations que j'ai avec des gens. C'est, ah si, j'ai fait ça, ça a marché. Oui, mais tu as un biais de confirmation. Tu as pris l'élément qui a marché, mais les 4 autres éléments là, ça n'a pas marché. Oui, mais là, c'est un autre contexte. Bah si, c'est le même Ouais. contexte. Donc dès qu'on met de la science et de la mesure, on voit que bah, du coup, là, ça, c'est plus pareil. Et moi, il y a un truc qui me donne envie de rebondir sur ce que tu viens de dire, qui est mon gros sujet perso du moment, c'est de mieux comprendre mes interlocuteurs. C'est-à-dire que bon, quand on est dans la vente, quand on est en égo, mais même dans n'importe quoi dans notre vie, perso même, il y a un gros sujet de comprendre ce qu'on te dit, de comprendre ce qu'on te dit pas, Mm. de comprendre ce que l'autre ressent, ce qu'il ressent consciemment, ce qu'il ressent inconsciemment. Et moi, c'est mon travail en ce moment. Est-ce que tu as bossé sur des éléments qui vont te permettre de mieux comprendre, ça peut être du langage corporel, des émotions, des éléments comme ça, sur ces éléments-là? Ah, il faut me donner un contexte parce que, encore une fois, alors moi j'ai pas mal de situations de vente qui est produits financiers, assurance, vente de fenêtres, vente en agence web. Et en fait, nous, la compréhension du client, c'est la compréhension de son besoin, de pourquoi il a besoin d'un site internet maintenant, pourquoi il s'interroge sur son patrimoine. Et vu que nous, on va avoir cette attitude que chaque client est unique, et même si les demandes se ressemblent sur le produit, parce qu'on n'a qu'un produit au final, donc ils vont tous acheter le même. Ça dépend de quel type de vente. Si on est sur des ventes complexes où c'est très cher, où là tu dois créer cette relation client, on sera peut-être sur un processus de négociation même. Là oui, c'est intéressant, mais nous, il y a très peu de négociation. La négociation, nous, on ne l'observe pas dans nos entretiens de vente. On a très peu de clients d'ailleurs qui négocient les prix. Ça s'est vu avant. Aujourd'hui, les gens ne le font pas. On n'a pas les mêmes ventes qu'il y a 10-15 ans. Donc, en fait, à force de voir beaucoup, beaucoup d'entretiens, est-ce qu'on arrive à créer un... On a des différents types. Hein, des gens, il faut absolument une promotion. Certains, il faut absolument que ce soit pas de promotion. Donc ça, on arrive à le voir et ça marche bien. Maintenant, il faudrait un contexte précis. Je pense que ça dépend à chaque fois du contexte de vente. Ce que j'ai vu, c'est qu'on ne peut pas vendre des fenêtres comme on vend une prestation de service. Ça, c'est sûr. On ne peut pas vendre du conseil comme on vend un site internet. Et à chaque fois, tous les entretiens qu'on a créés, tous les frameworks de vente sont quasiment uniques à la situation. Ça veut dire qu'il est dur de répliquer le même template pour tout le monde. Et à chaque fois, on dit non, alors, on a fait ça pour un tel, mais pour vous, il ne faut pas le faire. C'est toujours, et ça dépend aussi de ton marketing. En fait, c'est très contextuel. Ça dépend de beaucoup de choses dans la vente. C'est très, très dur de formaliser. Ouais. Avant, je croyais. En 2016, c'était l'inverse. J'ai une méthode de vente pour tout le monde. Et à force d'être payé au résultat, à force de voir et d'être sur le terrain, parce que quand je suis payé au résultat, moi, je m'en fous, que ce soit scientifique ou pas. Moi, je veux ce qui marche. Et on voit qu'à chaque fois, on doit réadapter en fonction du contexte. On ne vend pas... voilà, ça dépend. Donc, si tu as un contexte précis où c'est pertinent, je suis intéressé. Et on peut en discuter. Là, c'était plutôt de me dire, bah voilà, je vais interagir avec un client. Alors, dans notre activité ou quand on forme une équipe de commerciaux, et là, pour le coup, ça peut être assez large. Et finalement, il va avancer pas à pas sur son heure d'entretien, on va dire, avec son client. Comment il repère les scénarios de fuite? Comment il repère quand il a accroché l'attention, quand il déclenche des émotions positives pour creuser, quand il déclenche des émotions négatives pour rétro-pédaler potentiellement? Comment il se calque? En fait, presque comment il vient se superposer à son interlocuteur pour être sûr de l'emmener là où il a envie d'être emmené, où il a besoin d'être emmené? Alors là, nous, ce qu'on va voir, c'est en effet, alors on a la communication non verbale qui n'est pas si précise que ça, parce qu'on a des clients qui sont très fermés, en fait, ils sont très focus et ils vont acheter. Moi, par exemple, je suis le client qui, on croit que je vais être très focus, donc je vais pas sourire, je vais me concentrer, et le commercial dit, bah, c'est mort en fait. Il sourit pas, il n'interagit pas. Ouais. C'est juste que moi, je suis concentré à savoir, ok, comment je peux mettre ça en place. Je suis derrière en fait. Donc, il va avoir un mauvais diagnostic. Et quand j'ai dit, ok, je le prends maintenant, très souvent, ils sont choqués. Ah bon, comme ça Et est-ce que je fonctionne comme ça? Mais il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme moi. Moi, j'aime pas les longs discours. Je suis efficace. Si tu commences à avec des slides et tout ça à présenter, c'est mort. J'ai vraiment pas le temps.
Et on est nombreux à être comme ça. Donc ça va dépendre. Et donc du coup, est-ce que toi, tu dois, pour le coup, changer ta méthode de vente? Ben non, tu vas le sentir naturellement. En fait, on voit que les commerciaux, naturellement, ils arrivent à le sentir. Donc, moi, je suis plutôt introverti dans certaines situations. Mhm. J'aime pas trop qu'on m'oppresse. J'aime pas trop qu'on me mette... si on me dit, bon, par contre, voilà, c'est maintenant, c'est fini, j'achète Ouais. pas. Donc ça, ils vont le sentir. Et ils vont le sentir directement. Maintenant, voir des signaux où la personne n'est pas intéressée, oui, on va vite le voir. Sa façon de poser des questions. Donc nous, par exemple, sur je vais réfléchir. Donc tu en as deux types. On a ceux qui ont besoin de réfléchir. Et pareil pour moi, ça va être le cas d'ailleurs. Parfois, je prends une décision rapide. Et Mhm. parfois, je dis, non, celui-là, je vais l'acheter, mais je vais attendre 48 heures. J'ai besoin d'attendre 48 heures. Ouais. Et beaucoup de gens ont besoin d'attendre avant d'acheter. Ils vont acheter, mais ils ont besoin d'attendre. Si, ici, et là c'est très important, donc ta question elle est très pertinente, et c'est là où... euh, c'est que tu forces la vente, tu la perds. Et c'est arrivé récemment, moi je cherche un monteur pour mes vidéos, c'est une agence, et je dis bah, très bien, merci pour la proposition, je reviens mardi. Et la personne me dit, qu'est-ce qui fait que vous pouvez pas prendre une décision maintenant? Je dis bah, j'ai besoin de réfléchir. Et il réinsiste. Et là il m'a mis la méfiance en fait. Il m'a dit tiens, et moi je me suis dit, ah, il a vraiment besoin d'un client, ils n'ont pas d'argent, et ça m'a tout changé. Et du coup, je les ai pas pris. Je suis allé voir l'autre concurrent qui était méga cool, super sympa, où j'avais déjà un feeling. Donc ici, il n'a pas compris mon fonctionnement, il a perdu la vente. Comment il aurait pu, ici, identifier que j'étais intéressé? J'ai posé des questions ultra précises, tout simplement. Et on a vu que les gens qui posaient des questions ultra précises et qui disent j'ai besoin de réfléchir, c'est qu'ils ont besoin de réfléchir. On est beaucoup, les Français ont besoin de réfléchir. On ne peut pas vendre comme aux États-Unis et il ne faut surtout pas pousser. Maintenant, on voit que les gens qui disent je vais réfléchir mais qui ne posent pas beaucoup de questions et je vous reviens, en effet, on est sur une objection gentille pour dire je ne suis pas intéressé. Et donc là, on sait que quand je vais revoir l'enregistrement, je vais voir où ça a bloqué. Et ça va bloquer où? Aux questions, erreur de diagnostic. Il n'a pas bien écouté, pas en temps d'écoute, mais ce que la personne a dit. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris sa demande à ce moment-là. Donc nous, on va lui expliquer, ben, sa demande c'était ça, toi tu as dit ça, donc tu as perdu ici. Tu l'as perdu. Et que le problème était avant. Maintenant, est-ce qu'il peut rattraper? Oui. Nous, on a plusieurs techniques. Une qui fonctionne très bien, c'est de revenir en arrière dans la vente. Donc nous, on va pas... il nous dit je vais réfléchir, on oublie. C'est-à-dire qu'on on passe. Et on va lui dire par exemple, très bien, mais sinon, est-ce que mon offre, ce qu'on vous propose, correspond bien à vos attentes? Là, très souvent, ils disent oui, non, ouais, oui, mais. Et là, on voit qu'on s'est trompé. Donc nous, en fait, on ne cherche pas à argumenter pourquoi tu as besoin de réfléchir, pourquoi tu as besoin... C'est vraiment, je le dis, hein, stupide. Et nous, on le mesure et ça ne marche pas. Sauf dans le cas où... tu crées une barrière, en tu fait. crées une barrière. Donc, vu que je sais que l'erreur, elle était avant, ben, je retourne en arrière. C'est logique. Et ça, pour le faire comprendre, ça a été très compliqué. Et ça, c'est une des choses qu'on partage dans nos formations ou à mes clients. Et ça change tout. On a fait exploser les ventes d'assurance, pas que sur ça, mais en comprenant bien le profil type pour les assureurs. Qu'est-ce qui pour sur les causes de... En fait, voilà, le profil type, je le fais à chaque fois par produit, en fait. Ok. C'est pas les mêmes pour la fenêtre. En fait, le consommateur, on peut pas le mettre dans une catégorie parce qu'on a vu que c'était contextuel. Parfois, il va réagir comme ça pour un produit, mais pour un autre produit, il va réagir autrement. Et c'est ça qui est compliqué. Donc là, on va utiliser nous les mots, on va essayer de comprendre plus ou moins sa catégorie, s'il veut sa promotion, s'il veut ceci, s'il veut la bonne affaire, s'il veut de la valeur. Les gens qui veulent de la valeur ne veulent pas de promotion, ils veulent juste quelqu'un de compétent. Donc par exemple, j'ai des commerciaux qui proposaient des réductions alors que le client n'avait pas demandé. Ça crée le doute. Mais moi, je veux la valeur, moi je veux payer cher pour que ça soit nickel. Si maintenant... Donc, il faut comprendre un peu un peu cette catégorie-là, mais on parle de comportement et pas on ne le met pas dans une catégorie. Après, on prend en compte la personnalité, mais pas la personnalité qu'on entend. Nous, on prend le Big Five, et là, c'est assez prédictif sur le long terme. Mais on le fait beaucoup en marketing, et pour les commerciaux aussi, on le fait, ça aide un peu, pas mal même. Le Big Five pour savoir...
la personnalité et prédire certains comportements et mettre en place certaines techniques. Et ça, du coup, moi, j'ai l'impression en formation, tu me dis si tu le vois aussi, c'est que tu as des commerciaux qui vont pas du tout le voir. Les différents besoins émotionnels du client ou la manière d'être qu'il faut adopter par rapport à comment lui va se comporter par rapport à toi. Tu vas en avoir qui vont très bien s'adapter sans savoir pourquoi, ni Mmh. savoir comment, mais eux, ça leur paraît logique de dire ça ou de le dire de cette manière-là, et ils le font. Et j'aimerais bien, moi, réussir à rationaliser ça. Tiens, il m'a dit ça, donc je rebondis là-dessus parce que il est rentré, alors pas dans cette catégorie-là, mais dans ce comportement-là, ça met la puce à l'oreille sur ça. Alors oui, encore une fois, c'est très situationnel. Quand, on voit que le problème est bien compris et que tu fais un recadrage, Mhm. on voit que la vente, elle change et que ces effets-là, ça fonctionne. Mais dès que le client est convaincu, dès le départ, on voit bien que la vente n'est plus la même. C'est ce qu'on appelle la vente émotionnelle. Nous, on va mettre les émotions en amont. Mhm. Et dès que toi, tu te dis ah ouais, c'est intéressant, et on le voit dans les yeux du client, ah ouais, là, on sait que derrière, c'est bon, c'est gagné, malgré toutes les analyses que tu peux avoir. Et si tu n'as pas ça, en effet, tu peux trouver certains mots qu'il va dire euh, qui vont faire que tu vas pouvoir changer pour plus tard. Exemple. Euh, non, ce ne sera pas le bon exemple. C'est plus pour le type d'objection. Ouais. Là, oui, très important. Les objections, bon, je suis vraiment pas en phase avec ce qu'on apprend encore. Parce que quand on fait des commerciaux, on dit oui, on nous a dit de dire ça. Je dis mais c'est pas bon. Je donne un exemple. J'aime bien, je réponds pas du tout à ta question et je pars ailleurs. J'avance le truc, quoi. Objection, moi, je vends beaucoup de e-learning, formation à distance, même pour des grands groupes. Et la personne me dit, oui, bah, nous, voilà, on aime bien que les formations soient présentielles parce que pour créer du lien. Et voilà, nous, on a plutôt cette habitude de faire comme ça. C'est une vraie objection. Là, pour le coup, c'est une objection réelle. C'est une objection que elle préfère du présentiel, alors que moi, je fais de la distance avec sur Zoom. Donc ici, la plupart des commerciaux vont essayer de vanter les mérites de la Mhm. distance, donner des arguments. Ça marche pas très bien. En fait, je vais faire un effet de cadrage. Donc, quand c'est là, l'objection, je la classe en peur du changement. Donc, peur du changement. Tu vas chercher le levier psychologique derrière, qui va répondre à la peur du changement. Le levier psychologique qui va derrière, c'est l'autorité des autres. Donc, c'est-à-dire que si tu argumentes toi, c'est pas bon. Donc là, je vais dire, bah, écoutez, nous, on travaille aujourd'hui avec un tel et un tel qui ont choisi, en fait, c'est eux qui nous ont demandé, parce que ça permettait de réduire les coûts et surtout de faire un suivi sur le long terme. Au lieu d'avoir 14 jours, 2 jours, donc 14 heures d'un coup, là, on peut étaler, c'est-à-dire qu'on peut avoir un feedback et avoir une mise en Mhm. application. Donc, on est sur une meilleure optimisation de la pratique. Ah ouais. Mais vu que c'est pas moi qui l'ai imposé, c'est un grand groupe. Alors parfois, je vais citer les vrais clients qui peuvent vérifier. Enfin, je cite les vrais clients qui vont qui ont une autorité dans le domaine. Ok, eux le font. Nous, Je peut-être c'est devrais le faire, intéressant de ouais. le faire. Mais ça, tu le fais quand c'est peur du changement. Donc, en fonction du type d'objection, tu peux choisir le bon levier psychologique. Et là, nous, c'est un carton plein sur ça. Donc, tu vois, on est beaucoup sur. Finalement, la personnalité, elle est importante sur la relation long terme, mais tu Mhm. vois, on est beaucoup sur ce jeu de psychologie. C'est vraiment de la psychologie. C'est, ok, peur du changement, autorité, preuve sociale. Si c'est une autre, ce sera un autre levier. Tac, et c'est comme ça qu'on fonctionne. T'as des arbres de décision qui sont préfaits dans tes formations? Oui. Ouais. En fait, le plus important, c'est de comprendre la douleur la plus importante chez notre client. Donc, quand on va poser des questions, ou quand on va analyser, on veut savoir quel est son élément émotionnel qui. Donc, oui, il y a l'analyse, hein, du coup, on le fait, mais tu vois, euh, quel est son déclencheur émotionnel. Donc, ça, on va le comprendre quand on va l'écouter. Très important. Donc, exemple, j'arrive, je change d'exemple à chaque fois, comme ça, je vais revenir sur du terrain. Ouais. Le terrain, je parle des gens qui se déplacent, qui ouvrent des portes, qui passent ces portes, donc on va dire la rénovation. Si je vois que la maison elle est belle, qu'il a une belle voiture, que le statut social est important pour lui, la fenêtre, je vais la vendre du style que, en fait, la fenêtre, le choix d'une fenêtre aujourd'hui, c'est pas que l'isolation, c'est aussi ça donne aussi déjà une valeur
à votre maison. C'est-à-dire que quand les gens passent en voiture devant, on peut dire, OK, ça c'est une maison qui a de la valeur, qui est sympa. Et on va toujours regarder les fenêtres. Vous allez voir, vu que c'est la première fois que vous achetez des fenêtres, maintenant vous allez commencer à regarder les fenêtres des autres. Et donc du coup, il faut la belle fenêtre. Parce que ça va déjà donner de la personnalité derrière. On va comprendre la personnalité qui est derrière de votre maison. Et là, de suite, c'est le déclencheur d'achat. Ouais. Et donc là, je vais vendre beaucoup plus cher. C'est pas plus cher, c'est du haut de gamme. On va aller sur du haut de gamme pour ces fenêtres parce qu'on sait que lui, c'est un déclencheur d'achat. Donc ça, je vais l'observer. Et si la personne, je vois qu'elle a de l'argent, souvent un ingénieur, mais voiture classique, c'est pas important pour lui, je sais que je vais pas aller sur ce terrain. Lui, il va être sur le terrain du bon choix qu'il va valoriser avec ses amis. Je vais aller sur un autre facteur, sur la qualité de fabrication, la durée. Je vais dire, voilà, donc, si vous êtes sur un prêt de 20 ans, bah, souvent, tous les 20 ans, on change nos fenêtres. Du coup, là, ce qui est dommage, c'est que quand le prêt va être terminé, hop, vous allez devoir refaire un autre prêt pour investir dans des nouvelles fenêtres. Ouais. Nous, l'avantage, c'est que là, vous en avez pour 40 ans. Parce qu'on est sur des produits avec tac. Et là, il se dit, ah ouais, j'aurais pas à payer plus tard après mon prêt de 20 ans. Donc, en fait, on va pas jouer sur le même déclencheur. Et ça, c'est game changer. Ça, c'est clairement... Et dès que tu découvres le déclencheur, la vente derrière, elle va suivre. Bon, bah, t'as compris la prochaine question. Comment on découvre le déclencheur? Alors là, c'est là où il faut avoir ce feeling. Il faut observer. Donc, l'attitude de la personne. Il faut observer son environnement. Alors, c'est facile hein, quand on est sur place. Ouais. Maintenant, au téléphone, et là, aujourd'hui, nous, les 76 000 entretiens analysés, c'est que de la visio, enfin, c'est que du téléphone ou de la visioconférence. Donc là, on n'a aucun facteur qui nous aide. On a une brève description qui est automatique, qui va aller chercher sur Internet qui est la personne. Donc, on a un profil. Et là, on va aller voir derrière, on a des indicateurs. Donc là, on va prendre le Big Five. Et on va voir des premiers indicateurs de sa personnalité. Donc, par exemple, on a souvent le compte LinkedIn, nous, parce qu'on est sur des produits financiers, sur des produits souvent de placement. Et du coup, est-ce qu'il commente sur LinkedIn? Est-ce qu'il met des points d'exclamation? Comment est sa photo? Est-ce que c'est un LinkedIn qui est plutôt pro ou rapide? Est-ce qu'il donne des informations sur son LinkedIn? Est-ce que c'est quelqu'un qui commente, qui publie? Et donc, finalement, en regardant juste ton LinkedIn, on a ce qu'on appelle des empreintes numériques qui va me donner des éléments sur ta personnalité. Et donc, du coup, vu qu'on a des éléments sur la personnalité, on va pouvoir personnaliser. On laisse le choix s'il veut faire la visio ou le téléphone. La visio, elle est rarement prise, enfin, à 25-35%. C'est souvent des gens qui ont besoin du contact. Donc, on est plutôt sur un profil extraverti. On voit que les gens qui n'ont pas trop le temps préfèrent largement le téléphone car ils sont focus. Donc, on sait déjà qu'on ne va pas jouer sur les mêmes indicateurs. Un extraverti, on va dire bonjour, comment ça va? On va commencer à faire du small talk, on va commencer à générer peut-être une relation, alors que d'autres personnes, eux, ils sont focus. Donc, typiquement, moi, je n'aime pas qu'on... Bonjour, tac, je vous appelle pour ça. On avance rapide, parce que j'ai pas le temps en fait. Je dois prendre des décisions. Et donc, on va s'adapter à ça, en fonction du type de personnalité. On va essayer de voir si la personne elle est consciencieuse ou pas. Ça, c'est un élément extrêmement important parce que quelqu'un consciencieux, on sait qu'on va devoir lui envoyer un email complet avec un PDF, avec toutes les infos. Même s'il ne va pas le lire, ça le rassure. Que quelqu'un de peu consciencieux, il s'en fout. On sait qu'on va faire un résumé par email. On va quand même mettre le PDF, mais on ne va pas le mettre en avant. Comme ça, il est présent. Donc, dans les emails, on ne va pas parler de la même façon parce qu'ils ne vont pas regarder... ils vont être sur des jugements différents. Donc oui, en fait, on va essayer d'avoir des indicateurs du Big Five, qui est le plus prédictif aujourd'hui. Ouais. Et rapidement, nous, ce qu'on va analyser, c'est la voix au tout début. Donc par exemple, et ça, c'était le problème des commerciaux, parce qu'on a quand même beaucoup de téléphones au final. Alors, si on a laissé le choix, et ça, je te le partage, j'aime pas le partager parce que ça a été vraiment un gros changement. Certains clients n'aiment pas les visios, et on ne peut pas imposer la visio. Conférence. Ils n'aiment pas ça. C'est une perte de temps. Ils doivent trouver un ordinateur, il faut un bon fond. Ils veulent donner une bonne image. Ils n'ont pas le temps. Ils préfèrent le téléphone. Ils marchent. Ils préfèrent le téléphone. Les entretiens sont plus courts et plus rapides. Donc, nous, certains commerciaux préfèrent le téléphone, d'autres la visio. Mais on a décidé de laisser le choix aux clients. Et en final, ça marche super bien. Parfois, ils veulent la visio parce que ça les rassure. Donc, c'est le client qui décide. Ouais. Donc, tu vas voir que là, on détecte la personnalité rapidement avec ce choix. Alors, j'ai fait un autre hack
qui marche super bien parce qu'au tout début, vu qu'on commence rapidement notre prise de parole, on pose une question qui est est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est clair? Le son est super clair et tout. Et la personne, oui, oui, parfait, c'est parfait. Ou oui, c'est bon, je vous entends bien. On voit déjà sur l'intonation de Ouais. la voix, ça nous donne des indicateurs. Et en plus, la personne nous dit oui, et ça crée un premier contact pour rentrer plus facilement. Tu as mis ton client dans la coopération. Oui, je vous entends bien, c'est nickel, vraiment, vraiment nickel. Nickel, parce que parfois, ça, voilà, ça coupe. N'hésitez pas à me le dire. Et hop, complicité. Et ça, on a vu. Alors, on l'a pas fait exprès, hein. C'était à la base parce que vu que c'est des casques qu'ils ont, et parfois, en effet, on n'entend pas très très bien sur des plateaux, il y a des petits problèmes. En fait, on a vu dans les données que ça a amélioré au tout début le premier contact au téléphone. Donc ça, je te partage ce tips-là. Ouais. J'aime pas du tout le partager parce que ça, c'est un truc qu'on a mis en place, qu'on garde pour nous, mais qui fonctionne super bien. Ouais, c'est intéressant parce que très souvent, on te dit dès le premier allô, je m'adapte. Mais pourquoi tu t'adaptes? Comment tu t'adaptes? C'est ça qui est intéressant. Et là, tu arrives à poser des mots, à théoriser globalement le pourquoi. Donc, ouais, c'est. Je prends. Je le dirai pas à tout le monde, mais je prends. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce partage. Je crois qu'on Merci. arrive à 1 heure. Merci beaucoup. C'était. J'ai le cerveau en compote parce que tu imagines bien qu'il faut que je prévoie la prochaine question, que je rebondisse. Moi-même, j'apprends beaucoup de choses. Donc, en tout cas, merci beaucoup Avec pour tout ce plaisir. que tu nous as partagé. C'est pas terminé. J'ai toujours une dernière question, moi, dans mes podcasts. Si tu avais l'opportunité, à toute époque confondue, de déjeuner ou de dîner avec une personnalité, alors ça peut être fictive ou réelle, ce serait qui? Clairement, Steve Jobs, Ouais. c'est très stéréotypé comme réponse, mais les gens n'imaginent pas la force de cette personne, enfin, qui est dans le sens du détail. Et c'est un pro-marketeur, c'est exactement ce que enfin, c'est. Voilà, le sens du détail en fait. C'est quelqu'un qui a vraiment le sens du détail sur ce qu'il a créé. Il sait faire du marketing. Pour moi, il a vraiment créé un truc de malade chez Apple. Et justement, quand on voit Apple aujourd'hui, où on voit qu'aujourd'hui c'est une boîte pour faire de l'argent et pas de l'innovation, si Steve Jobs était toujours à la tête d'Apple, on n'aurait pas nos produits aujourd'hui. Il sort jamais un produit qui n'est pas parfait. Mm. Il sort pas un produit s'il n'y avait pas une innovation derrière. Il n'aurait pas fait un iPhone 17 en fait. Et c'est quelqu'un qui sont rares, mais qui ont ce sens du détail et qui fait qu'ils réussissent. Et c'est très compliqué à comprendre. Et qu'est-ce que tu lui demanderais si tu avais une chose à lui demander? Euh, Non, pas évident. Pas évident. Non, en fait, pour moi, c'est quel est. En fait, j'ai tellement lu sur lui. Ouais. Moi, j'ai l'impression de tout connaître. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui était vraiment dans la persuasion. Il a compris la force de la persuasion, de la psychologie et du marketing. La question que je pourrais lui poser, c'est à quel moment il a compris que c'était toute la vie était une question de psychologie et pas le reste. Parce que la psychologie, quand tu comprends les autres, vu que toute ta vie dépend des autres, mais c'est game changer en fait. C'est vraiment ça qui change tout. Et lui, il a compris dès le départ que la persuasion, la psychologie, la puissance des histoires, il a compris la puissance de la psycho dans la vie et dans l'entreprise. Et c'est ça qui est et dans le marketing. Donc à quel moment il a compris que c'était la psycho qui était game changer. C'est une excellente conclusion au podcast parce que du coup, c'est vrai dans la vie, c'est vrai dans le marketing et c'est d'autant plus vrai dans la vente. Donc, on va clôturer là-dessus. Je te remercie encore Avec 1000 plaisir. fois d'être venu au micro de Plus Belle la Vente. J'espère que tu as apprécié autant que moi. J'espère que vous aurez apprécié autant que nous. Et on se retrouve pour un prochain épisode la semaine prochaine.